Hello et bienvenue dans Réno, Déco et Design, le podcast qui t'accompagne pour des rénovations zen et harmonieuses. Moi, c'est Catherine, designer d'intérieur depuis plus de 15 ans et coach en réno, déco et design. Ma mission, super simple, t'aider à apporter harmonie et zénitude à chaque étape de tes rénovations, de la planification jusqu'à la célébration de ton nouvel espace de vie. Parce que oui, je suis vraiment convaincue que des rénovations bien accompagnées peuvent être simples, sereine et parfaitement adaptée à ton quotidien. Dans ce podcast, je te partagerai ma vision des rénovations harmonieuses, des conseils pratiques en déco et en design, des études de cas inspirantes et des discussions enrichissantes avec des experts, qu'ils soient issus du monde de la construction ou d'ailleurs. Mon objectif, tout aussi simple, t'inspirer et t'outiller pour transformer ton intérieur en un véritable havre de paix, parfaitement aligné avec ton style de vie et les besoins de ta famille. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi guider. C'est parti! Hello tout le monde! Aujourd'hui, bienvenue au podcast Réno, Déco et Design. Pour ce nouvel épisode, aujourd'hui, j'accueille Marie-France Côté-Nollet, la fondatrice des Filles de la construction. C'est une communauté... Allô, ça va bien? Ça va toi? Oui, c'est une communauté de femmes, des programmes de formation, et des coachings en matière de réno et de construction. Fait qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime beaucoup, c'est de l'empowerment ou l'empuissancement, si on va le traduire en français, féminin dans le domaine de la construction. Puis Marie-France, c'est comme la personne parfaite pour ça aujourd'hui, pour ce sujet-là. Fait que sans plus tarder, on va en discuter avec elle. Fait que c'est ça. Fait que bref, ton histoire, parce que les filles de la construction, c'est né d'une expérience que tu as vécue toi-même en rénovant. Fait que j'aimerais ça que tu parles de ton parcours et pourquoi les filles de la construction, pourquoi c'est né tout ça. Ben oui, absolument, Kat. Écoute, la première chose quand même importante à savoir, c'est que moi, je me suis lancée dans un projet de rénovation il y a quelques années, 2020. Maintenant. Genre pendant la pandémie. Oui, exactement. C'est un très bon moment pour se lancer dans le timing parfait. Puis, contrairement à ce que tu aurais peut-être pensé ou à ce que beaucoup de gens pensent, j'étais très, très loin d'être une pro en construction au moment où est-ce que j'ai lancé ça. Je n'avais jamais touché à un marteau, j'avais jamais fait de projet de rénovation et je me suis retrouvée au milieu d'un gigantesque projet de réno que je n'avais pas bien planifié, que j'avais pas bien organisé, que j'avais pas bien pensé, que j'avais pas bien budgété. Et ça a été un cauchemar. Ça a été vraiment, vraiment difficile, extrêmement pénible. Bon, à travers ça, on a eu... on a eu des bonnes aventures, on a eu des moins bonnes aventures, on a eu des entrepreneurs qui nous ont ghostés. Je me suis fait pas respecter sur mon chantier, traiter comme une petite fille, une petite madame, me faire dire « Hey, écoute-moi ma belle, ça fait longtemps que je fais ça, fais-moi confiance. » OK, on fait confiance. Finalement, ça marche pas pantoute, il me fait payer ses erreurs, ce genre de situation comme ça. Je me sentais vraiment pas bien dans cette situation-là. Je dormais plus, je faisais de l'anxiété à pas finir. C'était comme ça l'arrêtait pas. Et fait qu'au début, là, j'ai vraiment juste commencé à écrire là, sur mon expérience, puisque j'aurais voulu qu'on me dise avant de me lancer dans mes rénaux. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que la plupart des choses par lesquelles je passais auraient été relativement faciles ou du moins vivables si j'avais eu s'il y avait plein de petites informations que j'avais eues au départ pour m'aider à trouver les bonnes personnes, engager les bons entrepreneurs, à bien négocier avec mes entrepreneurs, à bien gérer les problèmes quand il y en avait. Mais c'est comme, puisque je ne connaissais pas la construction, que je n'avais pas de contact dans le domaine, que je ne savais pas vers qui me tourner à chacune des étapes, c'était le stress total. Et puis, à chaque fois, j'étais comme, si j'avais eu cette information-là, j'aurais sauvé 10 000 Ouais. Une fois, c'est très plate. 2 fois, c'est comme, hey, mon budget. 3 fois, t'es comme, oh mon Dieu, genre 30 000 j'ai pas cet argent-là à perdre dans une maison. C'est quoi cette chose? Fait que, bref, au début, j'ai commencé à écrire des choses comme quoi faire quand ton entrepreneur te répond pas. C'est genre ma thérapie personnelle. Comme, c'est quoi les différentes façons de gérer une vente de bœuf? Parce que, quand tu le sais, c'est simple. Ben, c'est simple. C'est cher, mais au moins, c'est simple. Tu sais, ce genre de situation-là. Et puis, c'était comme ma thérapie personnelle. Là. Comme je te disais, je faisais ça la nuit en dormant pas. Ça m'aidait à passer, ça m'aidait à passer l'anxiété. Puis, ça a évolué. C'est devenu des formations. Donc, on a bâti
aussi des formations pour les femmes qui sont propriétaires de maison ou qui veulent être propriétaires de maison, puis qui veulent comprendre dans quoi ils s'embarquent, qui veulent justement pas être la petite fille ou la petite madame qui connaît pas ça, mais qui veulent avoir les connaissances de se faire prendre au sérieux pour bien négocier, puis pour vraiment être une partenaire à part égale dans leur projet avec les professionnels avec qui ils travaillent, puis avec leurs entrepreneurs. Voilà, fait que c'est un peu ce que c'est devenu, en gros. Fait que dans le fond, quand tu partageais, là, c'était ta thérapie, c'était sur les réseaux sociaux, c'était sur Facebook, Instagram, dans ce... Hey, non, en fait, tu vas rire, là, je l'écrivais vraiment, puis j'aurais pu l'écrire dans un document Word ou dans un journal intime, mais je l'ai écrit dans un petit site de base Squarespace parce que c'était vraiment juste des articles. OK, c'était comme un blog. C'était vraiment un blog, puis je l'ai appelé Les filles de la construction parce que j'étais comme, hey, c'est comme, j'étais comme, ça n'a pas de bon sens qu'en tant que fille, qu'en tant que femme, on se fasse pas respecter de même sur nos chantiers, puis qu'on ait ces problèmes-là comme en 2 fois plus parce qu'on pense qu'on n'est pas capable, parce qu'on n'a jamais appris à utiliser un marteau, puis on est petite, puis on n'est pas forte. Alors que ça n'a rien à voir là, avec réussir un projet de construction. On va se le dire, Kat, là, gérer un projet de construction, réussir un projet de construction, toi, tu le sais, mais c'est de la gestion de projet, de la gestion d'humain. La gestion personnelle, c'est de la ressource humaine beaucoup, là. Ouais. Ressources humaines. Puis après ça, c'est beaucoup trouver des solutions créatives à des problèmes. C'est le cœur d'un projet de rénovation, puis c'est ce qui fait en sorte que les projets de rénovation fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Fait que quand on a les informations de base sur comment fonctionne la construction, puis qu'on est capable de prendre notre place dans notre projet, on est aussi bien équipé, sinon mieux, souvent que la plupart des hommes pour gérer ce genre de projet-là. Donc... Je me dis qu'on est capable de gérer une vie familiale puis une vie professionnelle, on est quand même capable de gérer un chantier de construction, Seigneur. C'est vraiment juste... c'est honnêtement juste comme un transfert de compétences vers un autre domaine. Fait que ce qu'on veut faire avec les filles de la construction, c'est donner les connaissances nécessaires pour être capable de faire ce transfert de compétences-là que la plupart des femmes ont déjà. Oui, je comprends. Fait que dans le fond, ça commence par un blog. Puis là, c'était ta thérapie. Il y a d'autres femmes qui lisaient ça et qui devaient se reconnaître en toi, qui se disaient oh my God, je suis pas toute seule dans la vie. Et ça s'est pas passé exactement comme ça parce que donc, le blog, au début, non, personne ne le lisait. C'était vraiment comme un blog qui existait, mais qui devait être caché dans les fins fonds de Google, quelque chose comme ça. Je pense que ma mère le lisait pour prendre de mes nouvelles parce qu'elle n'était pas capable de me parler dans ma panique de tout ce qui se passait. Oui, je comprends. Ce genre de choses-là. Mais en fait, quand j'ai commencé mes rénaux, j'étais en train de me sortir d'une grosse dépression anxieuse. Le bon timing. Je m'étais dit que ce serait un petit projet. C'est en peine anxiogène des rénovations. À peine. Mais bref, je me suis dit que ce serait un petit projet le fun pour comme me remettre dans le bain avant de recommencer à travailler. Ça te donne une idée. On peut en rire tout ensemble. C'est parce que les rénovations, c'est une des causes d'anxiété et de chaos dans une vie. Puis tu venais de sortir de ça, tu t'es comme juste replongé dedans d'une autre manière. Sauf que, en plus, tu n'étais pas organisé ni planifié. C'est ça aussi, là. C'est pire dans ce temps-là. Là. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Mais bref, ça a eu l'avantage de comme, me sortir de l'effet ne pas être capable de bouger que j'avais dans ma dépression, quoi. Juste parce que j'étais tellement comme en action. Mais bref, dans tout ce processus-là, je faisais énormément d'anxiété à l'idée d'être jugée. Et donc, ça faisait des années que je suis comme que, j'avais pas utilisé mes médias sociaux, je partageais rien. J'avais vraiment peur de l'opinion des gens en général, là, pas comme des parents, là, c'est comme des gens en général. Puis c'est comme si ça m'empêche, ça me bloquait complètement. Et puis, bref, dans mon processus de thérapie, là, mais de vraie thérapie cette fois-là, ma thérapeute me dit OK, il faut essaye de fais juste mets-le out there, publie-le, c'est pas grave, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'ils aiment ça, il y a peut-être des gens qui vont dire qu'ils aiment pas ça, il y a peut-être personne qui va le voir ou qui va répondre, on s'en fout. Mais bref, j'ai fait un post sur Facebook pour parler de l'expérience que j'avais vécue puis du fait que je l'avais mis dans un blog. Et ça a été partagé plus de 400 fois sur Facebook. Oh my God! Fait que c'est le genre de situation où t'es comme oh mon Dieu, OK, ma thérapie est arrivée là. Fait que là, je me faisais poser plein de questions. Il y a plein de gens qui connectaient avec moi puis qui étaient là justement « Hey, t'es pas toute seule là-dedans, moi aussi, je vis ça. Oh mon Dieu, t'as mis des mots sur ce que je vis également. »
Et donc, c'est ce qui nous a amenés à partir des formations. Je dis nous parce qu'assez rapidement, là, j'ai une collègue qui s'est jointe à moi puis qui est avec moi là, depuis le début et qui nous a aidé qui m'a aidé à tout bâtir le début des filles de la construction. Maintenant, on est rendu une équipe derrière ça. Mais bref, ouais, fait que c'est comme ça que c'est arrivé. Là, ça a fait un effet boule de neige. Ça a vraiment fait un gros effet boule de neige. Vraiment fait un gros effet boule de neige. Puis, mais en même temps, écoute, moi, j'aurais tellement eu besoin que les filles de la construction existent quand j'étais dans le projet de réno, puis que je capotais ma vie, puis que j'étais toute seule, puis qu'à chaque fois, mon entrepreneur me disait « Hey, ça va coûter 15 000 de plus. » J'avais aucun pouvoir parce que je savais pas vers qui me tourner, je savais pas s'il y avait raison ou s'il y avait pas raison, genre de me charger plus, tout ça. Fait que j'aurais tellement eu besoin, d'avoir les formations pour les connaissances qui m'auraient permis de bien gérer mon projet, de bien le planifier aussi, de comprendre l'impact de mes décisions. Le nombre de décisions que j'ai pris, Kat, sans comprendre l'impact que ça aurait après, puis là, que je me retrouvais avec « Oh mon Dieu, comment je gère cet impact? » Ouais, je comprends. Ben, c'est bien s'entourer, puis c'est ça, là, toi, t'étais pas entourée, puis tu t'es comme un peu pitché. T'as construit ton parachute dans les airs. C'est pas mal ce qui est arrivé. Ouais, mais tu l'as dit, hein, genre, la clé là, de réussir son projet de rénovation, c'est de bien s'entourer. Puis la planification. Puis la planification. Puis ce qui arrive, là, tu le sais, ben, tu es designer, tu dois connaître un nombre impressionnant de bons designers, de bons entrepreneurs, de bons architectes. Et il y en a. Et tu dois aussi en connaître un nombre assez impressionnant que tu dis « Oh mon Dieu, c'est gênant pour la profession. » Oui, effectivement. Tu as totalement raison. Il y a des bons et des moins bons dans tous les domaines. C'est pas juste en construction. C'est partout. C'est partout. C'est partout, mais ce qui arrive, en fait, quand tu connais pas ça, quand tu te lances dans un projet qui est des fois ton premier projet, ton deuxième projet, ce qui arrive, c'est que tu le sais pas comment, genre, différencier un bon vendeur ou une bonne vendeuse d'un bon professionnel. Tu sais pas quelle question poser. Tu sais même pas exactement ce que tu as de besoin. Fait que souvent, tu vas y aller avec le meilleur vendeur ou avec la personne qui te fait le meilleur prix. Puis c'est deux grosses erreurs, mais tu sais pas vers qui te tourner. Ouais. Tu sais pas quoi faire. Fait que, notre objectif, c'est de venir un peu pallier à ça, puis venir donner aux gens toute l'information qu'ils ont besoin pour être capable de faire le plus de choses qu'ils peuvent par eux-mêmes. Parce qu'on va se le dire, le plus que tu es capable d'avancer par toi-même, le plus tu peux sauver sur ton projet, parce que les honoraires, ça coûte cher. Apprendre à travailler avec quelqu'un, ça coûte cher. Puis on est tous, dans un projet de réno, on a tout pas assez de budget, peu importe ce qu'on veut faire. C'est la première étape. Un budget d'imprévu. Mais souvent, quand tu connais pas ça, des fois, ton imprévu part. Tu le bosses assez rapidement. Moi, le budget, là, j'avais mis un 20 % de marge, OK? Habituellement, c'est ça. Même moi, OK, mon 20 % de marge, là, il a passé sur le premier imprévu au jour -2 de mon projet de construction. Qu'est-ce qu'il fait dans ce temps-là? Il était fini, là, mon 20 %, c'était le jour -2. Les gars n'étaient pas encore arrivés sur le chantier. Oh my God. Ouais. Non, c'est ultra difficile. Puis surtout, en plus, c'est arrivé, toi, dans la pandémie, avec la hausse des matériaux, avec le manque de main-d'œuvre, avec. T'as comme eu toutes les. Coche les cases qui allaient pas bien, là, t'es ça toutes cochées. C'est pas mal ça. Fait que dans le fond, le défi, les défis que toi, tu as vécu, c'est quoi, avec ta communauté, c'est quoi les principaux défis que les femmes ont quand entreprendre des rénaux ou même la construction, bref. C'est quoi les principaux défis que toi tu as vécu ou que tu vois vraiment récurrents dans ta communauté? Oui, je dirais là, que la première chose, c'est que la plupart des filles se lancent dans leur projet avec un grand manque de confiance parce qu'elles ne connaissent pas ça. Fait que déjà, tu commences, OK, puis tu es stressé. Et ça te met dans une posture de négociation qui est très difficile avec toutes les personnes autour de toi. Parce que tu ne sais pas ce que tu as besoin, tu ne sais pas de quoi tu parles, tu as l'air d'être une cliente difficile à cause de ça. Donc, cliente difficile vient généralement avec augmentation de prix. Et là, donc, augmentation de prix vient souvent avec la peur de te faire avoir, qui est, on va se le dire, justifiée, vu que ça arrive quand même vraiment beaucoup dans des projets de construction. Fait que je te dirais, que le manque de confiance est une des principales choses qui vont bloquer les filles dans leur projet de construction. On a plusieurs membres qui se sont joints, par exemple, à notre communauté, qui se sont dit, OK, moi, j'aimerais acheter une maison qui a besoin de rénovation, mais je suis trop stressée à l'idée d'acheter une maison parce que je comprends pas
combien ça va me coûter, ce que je vais avoir à faire comme rénovation, je ne sais pas si je vais être capable. Puis c'est vraiment un bon moment là, pour rejoindre la communauté, justement, parce que ça te donne les connaissances et les compétences pour être capable de choisir une maison que tu as envie de rénover en connaissant c'est quoi les rénovations que tu as à faire, le prix que ça va coûter. Fait que tu peux aussi bien comparer les maisons. Fait que, bref, le manque de confiance, je te dirais que c'est quand même assez clé dans les enjeux là, qui se passent avec les membres, avec nos membres. Ensuite, la difficulté de trouver un entrepreneur de confiance. Comme on disait tantôt, quand on ne connaît pas ça, là, puis quand on ne sait pas quelles questions poser, quand on ne sait pas, genre, qu'est-ce qui fait une différence, quand on ne sait pas c'est quoi les petits éléments à valider à chacune des étapes, on a tendance à y aller vers la personne qui va nous faire la soumission la moins chère. Puis malheureusement, en construction, quelque chose qui se passe beaucoup, puis je suis complètement contre ça. Je trouve ça vraiment difficile. C'est le concept des soumissions low-ball. Donc, les entrepreneurs qui vont soumissionner pas cher sur un projet pour avoir le projet avec l'objectif. Plein d'extras à la fin. Plein d'extras à la fin, avec l'objectif d'augmenter le coût en cours de route. Fait que, par exemple, un client peut arriver avec un projet qui a une valeur approximative de 200 000, puis là, un entrepreneur, genre qui va bien faire sa soumission puis qui va le présenter normalement, va soumissionner peut-être genre entre 190 puis 220 000, donc c'est comme le jeu dans lequel tu pourrais avoir ton projet approximativement. Et puis là, il y a un entrepreneur qui dit « Non, moi, je vais te le faire pour 120 000 », Puis là, oups, commence à 120 000 puis ça finit à 250, là. Mais toi, genre, tu t'es lancé dans ce projet-là avec un budget de 120 000 ou, OK, tu avais laissé une marge, fait que tu avais peut-être 250, tu avais peut-être 150, puis là, tu as un 100 000 de plus que tu dois aller chercher en milieu de projet pendant que tu habites sur place et que tes enfants pleurent, là. C'est comme ce genre de situation, là. Fait que, ça, c'est une autre situation qui est très, très commune. Puis le fait qu'on va arriver aussi, sinon, à comment estimer le prix de tes rénaux. Ça, c'est quelque chose, bon, évidemment, ça a quand même évolué aussi avec la COVID, comme tu disais, mais les gens ont la perception que les choses valent une certaine chose, puis le coût réel de le faire est assez différent. Ouais. Donc, fait que c'est assez impressionnant à quel point ça monte vite des rénaux quand on commence à arracher, là. Ça monte vraiment, vraiment très vite. Puis, il va y avoir des imprévus, plein de choses, tu ouvres un mur, il y a quelque chose de pourri, il faut que tu le remplaces. C'est des choses qu'il faut que quand tu planifies dès le début que ça peut arriver et que ça va arriver. Oui, absolument, mais outre le fait, genre, planifier que ça peut ou que ça va arriver, là, c'est comme, disons que tu te lances dans des rénaux puis tu te dis, j'ai un budget de 30 000 c'est pas négligeable, 30 000 comme montant, c'est beaucoup d'argent. Mais en réno, ça s'en va généralement pas très loin si tu engages des entrepreneurs. Vraiment, vraiment pas loin. Fait que c'est le genre de choses qui deviennent vraiment épeurantes aussi. Donc, les gens vont planifier un projet, donc comme peut-être un projet dont on parlait tout à l'heure, c'est un projet dont la valeur devrait être à peu près 200 000, mais dans leur tête, c'est un projet qui coûte 80 000 ou qui coûte 100 000, puis c'est le budget qu'ils ont pour. Puis là, quand il y a un entrepreneur qui leur dit « Ben oui, moi, je dois le faire pour ce prix-là », ils disent ils ont validé le fait qu'ils pensaient que c'est ce que ça allait coûter. Puis là, ils se retrouvent à ce que ça coûte plus cher. Fait que je dirais que la clé dans ça, c'est vraiment d'être capable de bien estimer le prix de ses rénaux. Ça, c'est clé. Si tu es capable de bien estimer le prix de tes rénaux en partant, mais là, avant même d'avoir commencé, d'avoir ouvert un mur, tu as déjà trouvé des solutions, tu as déjà décidé d'enlever des choses. Tu as déjà priorisé, tu as déjà... Tu sais dans quoi tu te lances, ou tu as décidé que tu as le budget à mettre pour ton projet parce que c'est celui que tu veux faire, puis c'est correct aussi, mais je pense que juste le faire en connaissance de cause fait toute la différence versus être surpris au fur et à mesure de « Oh non, 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 de plus. » On a ça, là, 100 000 de plus à juste sortir de nos poches demain pour le fun. Là, non, mais puis dans le fond, c'est ne pas aller avec le moins cher nécessairement. Là, tu sais, bien estimer tes rénaux quand tu fais des soumissions, c'est d'en faire plus qu'une. Puis aussi, je pense, le contact humain, si ça ne clique pas avec ton entrepreneur, même si, tu sais, la soumission de la bien bonne, mais si personnellement, ça ne clique pas, moi, je conseille à mes clientes, vas-y pas. Parce que tu vas passer 6 mois, 1 an, tu sais, tout dépendant de la grosseur du projet, 3, 4, 5, 6 mois chez vous, puis ça ne clique pas, oublie ça. Même avec une designer, même tous les professionnels, peu importe le professionnel qu'on engage en réno, je pense que le fait que ça clique ou que ça ne clique pas, l'intuition va jouer fort. Là.
C'est sûr. Mais il n'y a rien qui coûte plus cher que de travailler avec le mauvais entrepreneur ou le mauvais professionnel pour soi, OK? Puis ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, là. Tu sais, peut-être qu'il y a une designer qui est une excellente designer, puis c'est pas le bon fit pour toi, OK? Puis dans ce cas, Effectivement. c'est horrible. Même chose avec un entrepreneur. Si la relation va pas bien au début, OK, un projet de rénovation, c'est dur. Un projet de rénovation, c'est long. Puis c'est comme ça fait pas ressortir le meilleur des gens en général. Tu sais, Non! on va se le dire, OK? Donc, la relation va en s'empirant. OK, de semaine en semaine pendant un projet de rénovation. Fait que si ça va mal en débutant, si ça va mal n'importe quand dans le début du projet, là, moi, ce que je recommande toujours aux gens, là, c'est comme de se rappeler que ça ne va pas aller en s'améliorant, puis le plus tard on coupe, le plus cher ça coûte. Oh, oui, effectivement. Mentalement, puis tu sais, ça coûte cher en argent, mais ça coûte cher aussi en santé mentale, là. De toutes les façons possibles. C'est vraiment important de prendre le temps de bien sélectionner les gens au début. Puis moi, en fait, ce que je recommande aux gens, là, c'est de présélectionner les gens avec qui ils veulent travailler avant même de demander les prix. Donc, c'est parce que c'est une grosse erreur qu'on fait, de sélectionner quelqu'un en fonction du prix. Puis, tu le sais, toi, en tant que designer, il y a des designers qui ont des prix extrêmement variés. Il y a des designers oui, tu sais, c'est comme... Oui, c'est la barre de prix est ultra, la gamme de prix est ultra grande, là. Et c'est ça, la gamme de prix est ultra grande, mais par exemple, si moi, je me dis, hey, OK, il y a une designer junior qui offre de travailler avec moi pour 45 de l'heure, c'est pas cher, ça veut vraiment pas dire que ma facture de design sera pas moins chère à la fin, parce que peut-être que c'est une designer qui va prendre vraiment beaucoup de temps pour faire ses plans parce qu'elle a moins d'expérience, par exemple. Là, on parle juste de la facture de design, Kat, là. Parce que ce qui va coûter cher au final, là, ce qui coûte cher au final, c'est pas la facture de design, c'est la facture de construction qui suit le design. Ouais. Fait que si la designer, elle a ajouté des choses dans le design qui coûtent une fortune à faire puis qui aurait pu être juste changé un petit peu pour que ça coûte moins cher, s'il y a des erreurs dans le plan qui fait qu'on est obligé d'ouvrir des murs, remettre des murs, faire venir un professionnel, s'il y a des erreurs qui font en sorte qu'il y a des matériaux qui doivent être calculés 2 fois, ben, c'est un exemple de design, là, mais ça l'arrive à toutes ces étapes, ça. Genre, choisir quelqu'un sur le prix est une erreur. À partir de là, on a tout un budget, puis c'est tout important de rentrer dans notre budget. Mais moi, ce que je recommande vraiment aux gens, c'est de rencontrer des gens, puis d'interviewer la personne pour voir si c'est un bon fit, puis si ton projet les intéresse, puis s'ils sont un bon fit pour ton projet, avant même de regarder des prix. Puis là, une fois que tu es arrivé avec « Hey, j'aurais envie de travailler avec ces personnes-là », sans considérer le prix, mais là, oui, tu demandes genre aux trois personnes avec qui tu as eu le meilleur fit, genre de donner des soumissions, puis quelque chose d'assez intéressant, là, une fois que tu as bâti le fit et que tu as bâti la relation, tu as des chances d'avoir des meilleurs prix que si tu appelles juste quelqu'un en disant « Hey, salut Kat, j'aurais besoin d'une soumission, je te connais pas dans l'eau. » Tu sais, c'est comme... Puis surtout, quand tu appelles quelqu'un et que la personne a dit « OK, tu es en train d'appeler 18 personnes pour avoir des soumissions, puis elle fait juste demander des prix, là. » La personne a dit « Hey, je l'aurai pas le contrat, là. » Tu sais, fait qu'ils vont juste te donner un prix alternatif, c'est approximatif, soit un prix bas en se disant qu'ils vont augmenter les prix plus tard, soit un prix élevé en se disant si jamais ils me le donnent, tant mieux. Tu sais, fait que moi, je pense que cette affaire-là, là, de commencer en demandant les prix, ça commence vraiment mal les relations. Puis ça fait en sorte que souvent, on n'engage pas les bonnes personnes pour les bonnes choses. C'est que c'est vraiment de bâtir des relations avant même de savoir des prix. C'est être clair dans ce qu'on veut. Tu sais, si tu pars ta relation sur de bonnes fondations comme la construction, ta maison, si elle peut être la plus belle du monde, mais la fondation ne tient pas, c'est terminé, elle va tomber. C'est la même chose avec tout ce qui est professionnel, communication. Il faut vraiment, vraiment, vraiment bâtir solide quelque chose. Puis après ça, là, on s'en va pour les prix. Là, après ça, on s'en va vers on escalade les prochaines étapes, mais vraiment bâtir des relations humaines, l'humanité dans la construction. Est-ce que tu penses que pendant la pandémie, ça a dû prendre le bord, ça? Que ça a été difficile pour tout le monde, la pandémie, disons. Puis, tu sais, comment dire, les relations... Les relations... Avec ton expérience, c'est ça, je veux dire. Oui, c'est ça. Mais ce que j'allais dire, c'est que les relations, genre client-entrepreneur, là, c'est des relations qui sont vraiment difficiles à la base. Genre, bon, ne serait-ce que du fait, comme que souvent, les clients ne savent pas bien ce qu'ils veulent, ils ont des attentes envers leur entrepreneur. Il y a souvent un assez bon manque de communication quelque part
au milieu de tout ça. Et en plus, c'est quelque chose d'extrêmement intime de laisser quelqu'un rentrer chez soi. Et on est vraiment attaché à ça. Ça fait augmenter le stress. Ça fait qu'on est... C'est très émotionnel aussi. On s'entend, c'est chez vous, c'est très émotif. C'est vraiment d'être clair dans la communication entre toi et l'entrepreneur. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi les attentes? C'est quoi qu'il va faire? Puis je pense que c'est la clarté de la communication. C'est cheesy, là, mais c'est la communication. Oui, c'est vrai que la communication est vraiment là, mais tu sais, on va se le dire, généralement, en construction, il y a un gros jeu de pouvoir. Puis, il y a quelque chose de bizarre dans cette relation-là de pouvoir qui est entre les gens en construction. C'est que, en construction résidentielle au Québec, là, c'est les femmes qui prennent les décisions. C'est pas compliqué, là, c'est nos projets. Okay? C'est nos projets, c'est notre maison, c'est notre projet. On s'en occupe. Je me rappelle plus des stats exactement, mais je pense que comme dans 80% des cas, c'est les femmes qui prennent les décisions. Fait qu'on est supposé être la cliente, puis on est supposé être la personne qui donne les directives et qui se font respecter. Mais souvent, on arrive dans une dynamique où est-ce qu'on a l'impression, où est-ce qu'on n'a pas de pouvoir dans la relation, où est-ce qu'on a l'impression d'avoir aucun pouvoir à cause qu'on ne sait pas comment ça fonctionne. Puis là, on s'en remet à un entrepreneur à qui on a des fois un peu confiance au début, souvent on perd la confiance au cours de route, des fois à tort, des fois à raison. Hein? C'est juste parce qu'on ne comprend pas puis qu'on ne comprend pas les impacts. Fait que ce genre de situation-là, bref, il y a une relation de pouvoir qui est généralement super inégale en construction, où est-ce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de pouvoir dans une relation dans laquelle on se retrouve à un peu tout payer, puis à être finalement la personne qui vit avec toutes les conséquences, puis qui se fait critiquer pour toutes les conséquences. Moi, c'est quelque chose que j'avais trouvé ultra difficile là, pendant mon projet de rénovation, là, c'est que, genre, on me donnait aucune information. J'étais toujours en train d'essayer. Fait que là, on me faisait prendre des décisions avec on fait ci, on fait ça, on fait ci, on fait ça, sans me dire c'était quoi l'impact ou comment ça allait fonctionner. Des fois, les gens prenaient des décisions sans me le demander, mais ils disaient juste OK, ça va être comme ça. Puis le moment qu'il y avait une erreur, hey, c'est pas de ma faute, tu m'as pas dit de faire différemment. Puis j'étais comme c'est comme que c'est genre ça a coûté plus cher, je te dis, ça a pris plus de temps à cause de ci, à cause de ça, sur plein de mots que je connaissais pas dans ce temps-là. Puis là, t'es comme OK, c'est comme ça la loi, ma belle. Puis là, je suis comme OK. Mais sérieusement, non, mais cette affaire-là de c'est comme ça la loi, ma belle, je m'excuse, là, je l'ai appris après, là, mais non, il y avait tort. C'était pas comme ça la loi. C'était pas à moi de payer, OK? C'est comme ce genre de situation. Oui, mais dans le fond, toi, avec ton expérience, est-ce que depuis que tu as fait l'effet de la construction, est-ce que tu vois qu'il y a un changement de mentalité ou pas encore? Tu veux dire entre les entrepreneurs? Oui. Dans le début? Mon Dieu, écoute, c'est une industrie du freedom dans la construction. Donc, on va se le dire qu'il y a 96,6, je crois, de gens dans la construction qui sont des hommes. C'est un industrie d'hommes, on va se le dire. Il y a 3,4% de femmes, là, quelque chose comme ça dedans. Est-ce que ça l'a changé? Moi, je trouve que c'est qui est en général utile pour les femmes par rapport à ça. On parle, ça fait 4 ans, non, 4-5 ans, j'ai pas vu une grosse évolution dans l'industrie. Ce que je dois dire, par exemple, j'ai donné des mauvais exemples. Genre, je veux dire, j'ai rencontré des entrepreneurs extraordinaires qui m'ont sauvé la peau à plusieurs reprises, qui ont vraiment bien expliqué ce qu'il fallait faire et pourquoi, qui m'ont aidé avec les autres étapes, qui ont voulu m'aider dans mon projet, OK? Et je pourrais pas te dire c'est quoi la proportion de bons entrepreneurs et de mauvais entrepreneurs. Mais ce qui arrive, en fait, en construction au Québec, c'est que c'est un milieu qui n'a pas de barrière à l'entrée. Donc, tout le monde peut devenir entrepreneur, puis rentrer en construction, puis on dit, la licence RBQ, là, Kat, n'importe qui. Je l'ai eu, moi. Je ne veux pas dire expérience en construction, mais je veux dire, n'importe qui ici, même les gens qui nous écoutent, qui n'ont jamais fait de construction, peuvent aller faire quelques soirées de formation pour apprendre à passer l'examen de la RBQ, puis après ça, passer leur licence RBQ. Fait que ça fait que c'est un milieu qui, comme dans tous les domaines, il y a des gens qui sont bons, il y a des gens qui sont moins bons, il y a des gens qui sont respectueux, il y a des gens qui sont moins respectueux, mais c'est un domaine où il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée. Donc, il y a de tout. Puis comme on disait tantôt, souvent, quand on n'a pas, quand on ne sait pas ce qu'on cherche, quand on ne sait pas quoi demander, quand on ne connaît pas les impacts de nos actions, c'est dur de se retrouver avec les meilleures personnes ou avec les bonnes personnes parce qu'on ne sait pas comment les différencier puis comment les trouver. Mais il y en a. J'ai rencontré des entrepreneurs extraordinaires. J'en rencontre encore en tout temps.
Tu sais, je veux dire, c'est ça. Mais je te dirais en fait que, bon, moi, depuis que j'ai parti les filles de la construction, je rencontre vraiment plus de bons entrepreneurs que de mauvais entrepreneurs. Pourquoi? Parce que je connais vraiment mieux mon affaire, puis que je suis vraiment mieux connectée, puis je sais tout de suite quelles questions poser. Fait que, genre, quand il y a quelqu'un qui a pas l'air de fitter dans ce que je cherche, j'ai pas le temps de me rendre super loin où est-ce que, genre, je me rends compte que la personne fait absolument n'importe quoi. Je vais juste y aller avec quelqu'un d'autre. Puis outillé, c'est ça. C'est que tu es maintenant outillé avec, un, ton expérience, puis deux, avec tout ce que tu as amené en bagage avec les filles de la construction. Fait que je pense que c'est être outillé, c'est, tu sais, oui, être outillé, c'est clé. Tu sais, genre, ça va sembler, tu sais, on va rentrer dans le quétaine, là, mais tu sais, genre, j'ai jamais été capable de le traduire comme du monde en français, là, mais tu sais, la phrase en anglais, là, tu sais, knowledge is power, là, tu sais, les connaissances sont le pouvoir, là. C'est vrai dans tous les domaines et c'est très, très vrai en construction. Quand tu sais comment ça fonctionne, tu as le pouvoir dans la relation. Puis, tu sais, on est les clientes, on a l'argent, c'est notre projet, c'est nous qui allons habiter chez nous. On devrait être les personnes qui avons au moins la moitié du pouvoir dans cette relation. Puis, tu sais, je dis au moins la moitié du pouvoir parce que moi, je pense que c'est pour que ça se passe bien avec son entrepreneur, il faut que ce soit il faut pas que ce soit, hey, j'ai tout le pouvoir puis t'en as pas. Non, c'est égal à égal. Une relation égalitaire. Puis je pense que c'est là que les bonnes négociations se passent, puis c'est là que les beaux projets se passent, puis c'est là qu'on peut vraiment créer quelque chose d'intéressant par rapport à ça, tu sais. Mais bon, écoute, fait que voilà, knowledge is power, là, fait que, tu sais, c'est comme peu importe comment on va aller chercher ces connaissances-là, c'est vraiment important d'aller chercher les bonnes bases, puis après ça, de bien s'entourer. Puis ce que je pourrais te dire, par exemple, ce que je vois, là, tu sais, beaucoup avec nos membres, je vois beaucoup de filles, genre, rentrer dans nos formations stressées, genre, anxieuses, en se disant, oh my God, genre, tu sais, j'ai pas été capable de me faire répondre par les entrepreneurs, ils veulent pas me donner des soumissions, je reçois des soumissions vraiment élevées, ou genre, je sais pas si c'est le bon prix, celle-là était la moitié du prix, je sais pas si c'est de la qualité, genre, tu sais, genre, tout ce stress-là est très, très présent au début. Puis, genre, à la fin des formations, je vois les filles sortir, c'est genre confiantes dans leur projet, en se disant, hey, j'ai trouvé quelqu'un, puis je sais que c'est la bonne personne pour moi, ou j'ai rencontré des entrepreneurs, je vais continuer à chercher. Ça fait toute la différence, là, quand tu sais ce que tu cherches, là, en gros, là. Tu sais, ta communauté, c'est... Est-ce que tu penses, selon toi, que les femmes peuvent se soutenir mutuellement dans cet environnement-là? Parce qu'on s'entend que tu as parti ça pour être soutenue, être outillée, mais tu dois outiller et soutenir tellement d'autres femmes dans cette communauté-là là, pour qu'elles-mêmes réalisent leurs rêves. Là. Ben, je pense que c'est l'élément clé de notre communauté. Là, puis comment dire, c'est pas juste moi qui soutiens les filles là, dans notre communauté. Non. On a d'experts qui soutiennent les filles, puis les filles se soutiennent aussi ensemble. Puis je pense que c'est vraiment une grosse différence. Ben, un, c'est de ne pas se sentir toute seule avec « Ah, tu sais, genre, je suis une petite fille qui ne connaît rien, je suis une petite madame qui ne connaît rien », surtout quand tu es un entrepreneur qui t'appelle « Hey, ma petite madame ». Hey, ma petite madame, oh Seigneur! Je l'ai vécu, moi, puis je suis designer, hein, fait que tu vois, on a une mauvaise réputation avec les entrepreneurs, les designers, je vais te dire, fait que c'est comme ça. Oh, on l'a tout vécu. Ben, comment dire? Moi, c'est ce que j'ai remarqué aussi en construction 4. On peut rentrer dans tous les sujets en long et en large, là, mais tu vois, genre, tu sais, il y a des très bons designers qui vont sauver ton projet, là, puis il y a vraiment des designers qui vont scraper ton projet ben, comme il faut. Oui. Et malheureusement, il y a beaucoup de designers qui arrivent sur des chantiers avec des idées qui ne sont pas trop réalisables en chantier ou qui compliquent vraiment la vie des entrepreneurs ou des affaires que tu es là, voyons donc pourquoi que ça a été fait comme ça fait aucun sens. Okay? Puis c'est ce qui donne une mauvaise réputation aux designers. Je suis pas la majorité. Dans l'autre sens, ben, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont augmenter les prix en cours de route, qui vont essayer genre d'arnaquer leurs clients. Il y en a beaucoup comme ça qui donnent une mauvaise réputation aux entrepreneurs. Tout le monde a une mauvaise réputation en construction. Je ne sais pas quoi te dire. Je sais pas quoi te dire, mais moi, c'est comme, et pour ton entrepreneur, et pour ta designer, et pour ton architecte, là, quand tu as le bon, là, oh mon Dieu, là, genre, c'est comme, ça vaut de l'or avoir le bon architecte sur ton projet ou avoir la bonne designer sur ton projet. Mais avoir le mauvais architecte ou avoir la mauvaise designer, c'est souvent pire que de ne pas en avoir. Fait que c'est ultra stressant, là, tu sais, comme situation. Je comprends, mais je comprends parfaitement. Tu as totalement raison. C'est beaucoup d'éducation. C'est ça que aussi l'effet de la construction vous faites. Je pense que vous éduquez énormément beaucoup sur toute la. Mais pour revenir à ta question,
Ben oui, mais pour revenir à ta question de communauté, oui, le fait de ne pas se sentir toute seule, aussi, tu sais, d'être accompagnée en tout temps pendant toutes ces rénaux. Dès que tu as une question, tu n'es pas sûr, là, genre, c'est comme tu poses ta question, il y a plusieurs personnes qui répondent, ça donne d'autres perspectives. Ça fait, hey, l'entrepreneur me dit ça, c'est-tu vrai? Hey, l'entrepreneur m'a suggéré ça. Avez-vous d'autres idées ou d'autres façons de le faire? Tu sais, ça fait que tout d'un coup, genre, tu sais, les options s'ouvrent. Hey, j'ai cette problématique. Genre, quelles sont les différentes alternatives selon vous? Tu n'es plus tout seul. Ça Non, fait c'est la différence. Puis l'autre chose, OK, c'est que en tant que cliente qui font souvent un projet par 20 ans là, ou un projet par 10 ans, ou peu importe, là, on n'a pas beaucoup de poids, genre, par rapport ni aux entrepreneurs ni aux fournisseurs, dans le sens que, tu sais, écoute, si on n'est pas content, on n'est pas content, c'est pas comme si on allait être un client récurrent, tu sais. ouais. Et on a aussi pas toujours les meilleurs prix à cause de ça, mais en groupe, en étant, genre, une communauté, là, maintenant, on est plus que 1000 femmes. Fait que nous, quand on va négocier avec des fournisseurs, on négocie pour nos 1000 femmes. Là, on devient des clientes intéressantes pour les fournisseurs. Puis, la même chose pour les entrepreneurs, tu sais, parce qu'un entrepreneur qui est comme, OK, tu sais, genre, si Sandra a un projet par 20 ans, bon, t'es pas contente, mais attends, si Sandra qui a un projet par 20 ans est contente, puis qu'elle réfère après ça, genre, aux 42 filles qui ont un projet l'année prochaine, puis l'autre d'après dans le même quartier, là, tout d'un coup, Mais c'est le poids de la communauté, c'est le poids de la sororité, dans le fond, là, que tu as créé. t'es plus tout seul, tu sais. Puis moi, en fait, c'est ce que j'avais besoin dans mes rénaux, c'est de plus être toute seule. Je me sentais tellement toute seule là-dedans, dans un milieu qui était un milieu d'hommes, que j'étais pas équipée pour naviguer. Puis bref, écoute, peu importe comment le vire, les filles de la construction au départ, j'ai voulu mettre sur place que moi, j'aurais besoin en tant que cliente parce que c'était le plus gros, ça a été le moment le plus dur de ma vie. Je pensais pas que j'allais survivre, je pensais pas que ma santé mentale allait survivre, je pensais que j'allais faire faillite, là, on s'entend, là. Ça a été comme, tu sais, ça a été le bordel total, cette chose, peu importe comment le vire. J'avais tellement l'impression d'être toute seule à vivre ça, puis j'étais la seule personne qui vivait ça, puis je me suis rendu compte que vraiment pas, là, genre, toutes les femmes qui se lancent dans des projets de réno vivent ça à petite ou grande échelle, selon leur type de projet. Fait qu'on passe tout à travers ça toute seule en pensant qu'on est toute seule là-dedans. Puis en étant ensemble, ça diminue le stress du 3/4, tu sais, et ça nous donne beaucoup plus de pouvoir. C'est assuré. Je suis totalement à 100%. Next question. Comment tu peux... non, c'est quoi les qualités, les compétences que les femmes apportent en matière dans le secteur de la construction? Tu disais que les femmes, c'est elles qui gèrent le projet. Tu sais, c'est les clientes, c'est presque elles à 100% qui gèrent les projets, puis que c'est elles, c'est le projet de la maison. Là, c'est pas les maris qui gèrent, c'est plus les femmes. C'est quoi, tu penses, les compétences qu'on a? Pourquoi c'est nous autres qui gèrent? Qu'est-ce que ça amènerait à l'industrie de la construction? Qu'est-ce que ça amènerait ou qu'est-ce que ça l'amène à l'heure actuelle? Ben, moi, je vais y aller avec qu'est-ce que ça l'amènerait à l'industrie de la construction que les filles s'impliquent plus en construction. OK? Donc, le côté humain est vraiment la clé là, de la construction. Puis quelque chose qui est très, très commun, là, c'est que beaucoup d'entrepreneurs n'ont juste jamais vraiment appris à communiquer. Puis genre, tu sais, des gens qui se hurlent après sur des chantiers ou qui se répondent pas ou qui se donnent pas de nouvelles ou qui ghostent, OK? C'est comme la norme, OK? Que ce soit ça. Puis moi, je trouve que les filles, on a toutes généralement appris à faire plus de la communication non violente, à créer des partenariats avec les autres au lieu justement d'avoir genre des dynamiques de pouvoir inégales. Puis je trouve que la construction, ça a été beaucoup d'hommes qui ont essayé de faire sentir aux femmes qui étaient les clientes, qui étaient petites, puis qui n'étaient pas à leur place, puis qu'ils devaient les écouter, puis leur laisser faire les choses qu'ils faisaient parce qu'ils savaient comment le faire, même si des fois c'était vrai, puis même si des fois c'était pas vrai. Fait que je pense que, de ramener ce côté-là, genre, oui, de communication, mais surtout de collaboration. Moi, je pense que c'est la clé, OK? Puis je pense que pour que l'industrie de la construction évolue, il faut que ça l'arrête d'être une bataille entre les clients et les entrepreneurs, puis il faut que ce soit les clients et les entrepreneurs qui collaborent pour réussir les projets. Puis ça, je pense que en tant que femme, on est vraiment très bonne pour bâtir des relations collaboratives plutôt que des relations de pouvoir. OK? Fait que ça fait partie des choses que je trouve qui sont super intéressantes et importantes que les femmes peuvent apporter. Après ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui aiment détruire, reconstruire, bien droite, bien drette, bien pareil parce que c'est moins long. OK? Ouais. Et puis, je pense que là, on arrive quand même à un moment où est-ce que d'un point de vue environnemental, c'est ultra important d'avoir une perspective de durabilité
d'écologie, de santé dans nos constructions. Donc, d'y aller avec des matériaux qui ne sont pas juste les moins chers et les moins compliqués à installer, mais des matériaux qui vont durer dans le temps, des matériaux qui vont faire en sorte que l'environnement de vie de la famille qui va habiter dedans va être sain, toutes ces choses-là, et qui vont aussi trouver des solutions créatives pour arriver, ça n'a pas besoin, tu le sais, là, le design, tu n'as pas besoin de faire quelque chose de plus cher pour que ce soit mieux. Mais justement, Less is more. C'est mon créneau, ça. oui, le less is more, mais de penser à comment tu vas vivre dans ta maison au lieu de faire quelque chose puis adapter ta vie à ça. Mais genre, tu sais, c'est comme, créer ta maison pour ta vie versus t'adapter à ta maison. Là, adapter, dans le fond, ta maison à tes besoins, à ton quotidien, au quotidien de ta famille, là, c'est ça. C'est ça, exactement. Mais tu sais, moi, je vois beaucoup de femmes s'intéresser à justement faire des constructions qui sont bien intégrées dans leur environnement, qui sont esthétiques, qui ont la durabilité en tête, qui sont pas juste on le fait pour passer à autre chose, puis tout ça, tu sais. Puis je pense que ça, tu sais, c'est un autre élément vraiment important, tu sais, de l'apport des femmes en construction. Puis sinon, ben un autre élément que je trouve super pertinent d'amener, c'est le côté, genre, faire des travaux manuels soi-même, OK? On a tendance, je dis on, là, mais moi, là, genre, j'ai comme, tu sais, j'appelais mon père pour venir installer mes rideaux, là. Tu sais, c'est comme... je comprends. Je suis un peu comme ça ici aussi, fait que je fais partie de celle qui ne lève pas beaucoup le marteau. C'est ça, mais... Genre, honnêtement, là, genre, c'est comme... Genre, moi, j'ai appris à faire beaucoup de travaux manuels dans les dernières années parce que je suis arrivée à la fin de mon projet de construction puis j'avais plus d'argent pour payer des entrepreneurs. Fait que, tu sais, j'ai commencé à les faire. Puis, ce que je me suis rendu compte, en fait, c'est que, tu sais, puis je mesure 5 et 1, là, OK? Tu sais, c'est comme, je suis pas grande, d'accord? Dans la team des titres, c'est moi aussi! Non, mais tu sais, je suis pas grande, je suis pas forte, je suis pas particulièrement sportive, là, tu sais, genre, toutes ces choses-là, tu sais, si on veut. Puis, c'est ça, et j'ai toujours pensé, OK, que pour faire de la construction, puis des travaux manuels, il fallait être grande et forte, OK? Puis la réalité, OK, c'est que je vais vous le donner, OK, les travaux de structure, je préfère les laisser, genre, clairement, je suis pas compétente pour les faire anyway, mais tu sais, genre, clairement, OK, une équipe de gars qui sont grands et forts, c'est aidant, OK, on va se le dire. Mais la plupart des travaux manuels là, demandent genre juste d'avoir vraiment bien planifié ses affaires en avance, de travailler avec minutie, puis de prendre son temps, OK? Puis c'est ultra méditatif. Puis moi, je vois plein de nos membres qui ont appris à faire leurs travaux manuels elles-mêmes, genre, c'est comme refaire leur céramique et trouver que le résultat de la céramique de la salle de bain qu'on fait est meilleur que celle qui a été faite par l'entrepreneur, OK? Parce que ça prend de la minutie. Puis ça prend genre du care, là, genre juste lui donner de l'attention dans toutes ces choses-là. Fait que, tu sais, cet élément-là de justement, genre, mettre de l'intention puis mettre de l'amour un peu dans notre travail puis dans ce qu'on fait, c'est quelque chose que je vois beaucoup de filles pour faire pour leur maison, je te dirais. Puis je pense que, tu sais, avoir une maison qui est faite comme plus lentement, mais et des fois avec peut-être une céramique qui est un peu croche parce que c'est toi qui l'as posée. By the way, les entrepreneurs posent vraiment souvent de la céramique croche aussi. Oui, puis ils ne suivent pas nécessairement les plans. Ça, je peux te le dire. Non, c'est ça, OK? Fait que moi, je vois souvent des membres qui réalisent leurs travaux vraiment mieux que si ça avait été fait par un entrepreneur quelconque. Et puis, c'est tellement, tellement satisfaisant et à faire parce que là, on sort justement de notre tête. Moi, les travaux manuels, là, pour moi, là, c'est comme genre faire 4 heures de méditation d'affilée. Okay? Puis j'ai vraiment de la difficulté à faire de la méditation, mais les travaux manuels, c'est comme je focusais sur un truc pendant 4 heures qui me demandait aucun espace mental. C'était extraordinaire. Okay? Et ça a vraiment aidé mon couple quand j'ai commencé à faire des travaux manuels parce que avant de faire des travaux manuels, comment on faisait les choses, Kat, ça va sûrement, je pense qu'il y a plein de couples qui font ça, là. Je faisais le magasinage, je gérais les fournisseurs, je gérais les délais, je gérais les timelines. J'étais comme dans cette tête-là, gestion de projet. Fait que je passais mon temps, genre, devant l'ordinateur, puis à gérer des gens qui me répondaient pas, qui me rappelaient pas, puis en gestion d'urgence. Puis mon chum, lui, il passait, genre, 3 heures tous les soirs à installer du plancher ou à installer du gyps. Puis il mettait le temps, là, il mettait autant de temps, mais lui, à la fin de ses journées, là, il dormait bien fort parce qu'il avait, genre, il s'était dépensé physiquement. Puis moi, ma tête, elle tournait, puis j'étais anxieuse comme pas possible. Et donc, quand j'ai commencé à faire des travaux manuels, c'est comme si on mettait le même nombre de temps, mais au lieu de faire des choses stressantes, je faisais des choses qui me déstressaient. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, ça fait 1 an que je fais les choses stressantes puis que mon chum fait les choses déstressantes. C'est quoi cette chose? C'est pas fair! Mais comment dire? C'est
pas fair, puis c'était pas super pour mon couple parce que moi, mon stress Non. augmentait, puis lui, il était là, Ouais. genre, arrête de me charler après, je mets beaucoup d'heures. Puis c'est vrai, tu sais, c'est comme... Mais je trouve qu'il y a un équilibre de... Tu sais, je trouve que se mettre à faire des travaux manuels soi-même, vous allez voir, en plus, ça, tu sais, ça donne beaucoup de confiance, puis ça fait aussi là, que ton entrepreneur se présente pas, tu te dis, ah, tu sais quoi, s'il se présente pas, je le fais nain. Tu sais, c'est comme... Ça l'enlève le sentiment, genre, d'être... Tu sais, d'avoir aucun contrôle. Ça te donne le sens d'avoir du contrôle dans ton projet, puis ça donne le sens d'être indépendante dans ton projet, même si au final, il y a plusieurs étapes qui sont faites par d'autres personnes. Le fait que tu sais comment faire, ça fait que tu peux mieux voir aussi s'il le fait bien, puis lui donner des meilleures directions, c'est certain, mais aussi le fait que si jamais il se passe quelque chose, tu es genre là, ben, je suis pas dans le trouble et je dois pas retrouver nécessairement une autre personne pour venir installer les 4 céramiques manquantes. Là. Ce genre de choses. Ça fait une grosse différence. Puis c'est ça aussi, ça fait généralement aussi qu'on est capable d'amener une répartition des tâches qui est plus équitable parce que là, si on se met à faire justement 2 heures de pause de plancher le soir, ben peut-être que notre chum peut se mettre à faire un petit peu plus de gestion de fournisseurs ou d'une gestion d'horaire ou de gestion de budget, tu sais. Alors que quand notre chum est la personne qui fait tous les travaux manuels pour aider entre les visites de l'entrepreneur, ben tous les travaux stressants puis les tâches administratives puis la charge mentale tombent sur nos épaules, tu sais. Puis on en a assez de la charge mentale, je pense, en tant que femme, maman. On a bien le chapeau de la charge mentale. Fait que, on l'apprend généralement aussi dans un projet de construction, mais souvent, en allant faire des travaux manuels soi-même, on est capable de venir, ça nous aide à trouver des façons de diminuer la charge mentale. À partir de harmoniser tout ça, je pense, là, c'est trouver l'équilibre, trouver la balance de, oui, je vais gérer parce que on n'a pas le choix, mais après ça, je vais aller méditer en installant mon plancher puis à faire comme, regarde, j'ai géré ma patente, je vais aller, relaxer chez nous. Installer du plancher, installer de la céramique, faire de la démolition, là, genre. Ah ouais. Écoute, moi, genre, tu sais, je ferais pas ça de ma vie, là, dans le sens que je pense que je me tannerais à un certain moment, là, mais dans les moments de stress des rénaux, là, c'était satisfaisant. On a parlé des qualités des femmes dans la construction, mais est-ce que tu penses que les hommes ont un rôle à jouer pour l'empuissancement des femmes en construction aussi? C'est quel rôle qu'ils devraient jouer? Ben oui, absolument. Donc, je pense que, tu sais, la première chose, comme je te disais, comme on parle depuis tantôt, c'est cette histoire-là, genre, de collaboration puis de partenariat, là. Tu sais, c'est comme, il faut que cette dynamique-là de pouvoir parte. Il faut, genre, tu sais, puis il faut que, quand une fille décide de se lancer puis de rentrer dans un projet de construction, tu sais, genre, les entrepreneurs, les hommes qui soient là-dedans, ben, lui laisse la place pour le faire, puis rentre dans un mode plus éducatif, genre, tu sais, puis de collaboration, puis regarde, OK, si on fait ça, c'est ce qui va arriver. Si on fait ça, c'est ce qui va arriver. Si on fait ça, c'est ce qui va arriver. Genre, tu sais, honnêtement, la bonne explication du projet, puis la bonne explication de chacune des étapes, puis des impacts de chacune des étapes, puis vraiment de travailler en collaboration avec le client, on travaille ensemble pour réussir ce projet-là, puis voici ce que tu peux faire, puis voici ce que je peux faire, puis si on fait ça, voici ce qui arrive, si on fait ça, voici ce qui arrive. Toute une différence. Moi, je pense qu'il y a comme une grosse job d'éducation aussi des hommes en construction sur comment collaborer avec leurs clients et clientes. Et clientes, je pense que c'est quand même assez important là, pour, comment dire, écoute, les femmes prennent leur place dans une société masculine depuis vraiment longtemps puis font leur chemin, mais c'est sûr que si la place était ouverte par les hommes, ce serait plus simple que genre se battre à coups de coude pour rentrer. Oui, je comprends parfaitement. Je suis d'accord avec toi. Fait que comment tu vois l'avenir des femmes dans le domaine de la construction? Moi, écoute, je vois de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la construction. Je parlais avec une entrepreneuriale, justement, qui me disait que la construction était le poumon économique du Québec. Oh oui! Oui, et quand les choses allaient mal, le gouvernement réinvestissait en construction et tout ça. Puis moi, je trouve que ça contribue beaucoup aux écarts de richesse. Parce que, tu sais, justement, là, tu sais, pendant la COVID, là, comme quand tout le monde perdait leur job, ben, ils ont rajouté des jobs en construction. Fait qu'ils ont rajouté des jobs payants pour les hommes, puis les femmes se retrouvaient comme encore à pas avoir ces options-là, tu sais. Et c'est quelque chose qui est automatique. Je suis pas sûre que c'est la bonne chose qui soit faite à chaque fois qu'il y a une récession ou à chaque fois qu'il y a des problèmes, mais bon, regarde. C'est un peu la vie. Mais donc, moi, je vois des femmes pouvoir s'impliquer à toutes les étapes. Honnêtement, des projets de construction, Catherine, les femmes peuvent être d'excellentes gestionnaires de projets, d'excellentes entrepreneurs générales, d'excellentes architectes, d'excellentes designers, d'excellentes carreleuses, d'excellentes charpentières menuisières. Écoute,
tu sais, je te dirais comme j'essaie de penser, là, c'est quoi, genre, les trucs qui te demandent de soulever des charges de 200 livres à la fois, mais il n'y en a pas tant que ça, genre. Je te dirais, genre, celles-là, peut-être les laisser aux hommes, là, mais le reste... il y a beaucoup de perspectives dans le domaine de la construction pour les femmes, c'est sûr. C'est de job. Je sais que les peintres à bâtiment sont énormément plus... Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes parce qu'on est meilleurs à peindre des murs. Ben, on est plus minutieuse probablement, là, on est plus attentionné. En fait, ce qu'il faut savoir, OK, c'est que ce qui est le plus difficile à trouver en construction, c'est des gens qui vont faire de la belle finition. Ouais. Trouver quelqu'un pour faire le rough, là, puis monter des murs qui sont cachés, là, c'est pas compliqué. Tout le monde peut faire ça. Mais les charpentiers, par exemple, qui sont les plus durs à trouver puis qui sont généralement les mieux payés, c'est ceux qui vont travailler sur la job de finition puis qui vont le faire avec minutie. Fait que oui, les femmes peuvent facilement se lancer dans ça, le tirage de joint, la peinture, la finition. Tu sais, tout ce qui est menuiserie, ça se fait super bien aussi. Je veux dire, on collabore avec des femmes qui sont plombières et électriciennes. Ouais. C'est vraiment, comment dire, c'est des jobs qui sont très... c'est des jobs qui demandent quand même pas mal de stratégie aussi. Ouais. Travailler comme plombier puis électricien. Je vois pas vraiment de limite pour les femmes dans ce qu'elles pourraient faire en construction. À partir de là, ce que je vois comme limite pour les femmes en construction, c'est que pour l'instant, les environnements de travail sont pas sécuritaires puis sont pas sains pour la plupart des femmes. Donc, la plupart des environnements de travail, c'est des environnements très masculins, c'est dans des environnements dans lesquels on va voir beaucoup de harcèlement. C'est dans des environnemment qui sont encore pas simples. C'est des horaires de travail qui sont pas très adaptés à la vie familiale, très souvent. Fait que où je vois des blocages comme ça en construction pour les femmes, mais je pense que c'est plutôt des blocages de la façon dont un peu de tradition de l'industrie, puis de façon dont l'industrie est gérée, puis le fait que l'industrie soit tellement fragmentée, plus qu'un manque de connaissances ou de compétences pour les femmes. Je dirais que quelque chose qui est difficile là, souvent parce que il y a beaucoup de femmes qui ont essayé d'être intégrées en construction dans les dernières années. Il y en a beaucoup plus qui sont rentrées sur le marché, mais le taux de sortie des femmes en construction est quand même assez élevé parce que c'est des milieux qui sont super rough. Et donc, le rôle des hommes serait là aussi, c'est de faire en sorte que les environnements de travail soient beaucoup plus sains pour tout le monde, là, pour les femmes, que ça soit pour les hommes ou pour oui, absolument. Mais tu sais, c'est comme, il y a une dynamique qui est très bizarre avec l'entrée des femmes sur le marché de la construction. Là, c'est que puisqu'on est tellement une minorité, on n'a pas besoin de passer à travers les mêmes critères que les hommes qui sont entrés dans l'industrie de la construction. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont subventionnées pour engager des femmes en construction. Et donc, tu sais, je pense que l'idée, c'est cool, on fait rentrer plus de femmes en construction, absolument. Mais souvent, donc, il y a des femmes qui vont rentrer en construction avec aucune formation ou aucune compétence en construction, puis vont être envoyés sur des chantiers, puis vont se retrouver à genre, tu sais, pas savoir utiliser une scie, pas savoir utiliser une drill, pas comme rien faire. Puis c'est vraiment pas toutes les femmes, mais il y en a beaucoup qui sont rentrées sur la construction de cette façon-là, juste parce que c'est comme, OK, un poste subventionné, vas-y, puis tu te retrouves être la personne qui passe le balai. Et ça, malheureusement, ça a donné une mauvaise réputation à beaucoup de femmes en construction. Puis il y a beaucoup d'hommes qui ont une frustration de, hey, genre, moi, c'est comme, j'ai dû aller faire un DEP pour être où est-ce que je suis, ou genre, j'ai travaillé pendant 4 ans avant de réussir à avoir mes cartes pour être où est-ce que je suis, puis toi, tu es une fille, fait qu'ils te l'ont donné même si tu sais rien faire. Fait que je pense qu'il y a aussi je pense qu'il devrait y avoir des formations pour les femmes qui ne rentrent pas par les DEP ou qui veulent rentrer sans avoir d'expérience préalable, pour justement pas rentrer sur un chantier sans savoir utiliser un galon à mesurer, une drill, une scie. Tu n'as pas nécessairement besoin d'être une experte, là, mais genre juste être capable de faire les choses de base pour être capable justement c'est un peu la même chose que quand tu es la cliente. Hein, genre, tu dois connaître la base pour te faire respecter sur ton chantier, que ce soit comme en tant que la personne qui gère ton chantier ou en tant que la personne qui fait les travaux. Là. Fait que je pense que la place des femmes en construction revient tout au fait, genre, de sentir qu'on a une place en construction, que c'est pas juste une affaire de gars, puis d'aller chercher les connaissances puis les compétences pour oui, avoir notre place, puis pas juste être là, oups, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe. Ouais. Genre, il y a quelque chose que je dis quand même souvent, puis genre, je trouve ça ridicule, fait que j'aimerais peut-être pas dire ça ou quoi que ce soit, là. Mais comme je dis, moi, j'ai appris à faire la plupart des travaux manuels, genre, dans les dernières années. Et puis, il n'y a rien, OK? Il n'y a rien qui a été plus difficile que mettre du mascara. Genre,
Non, mais je veux dire, c'est vrai. Genre, je veux dire, je me rappelle avoir appris à mettre du mascara, là. Tout s'apprend. Ben oui, mais aussi, là, tu sais, les affaires en construction, là, je suis désolée, c'est un petit peu plus loin de ton œil, là. Fait qu'il y a vraiment moins de chances que tu te le mettes dans l'œil, là. Tu sais, c'est comme mascara puis eyeliner, OK, ça demande beaucoup plus de précision puis de talent manuel que d'utiliser n'importe quel outil. Je vais juste le dire. C'est bon, hey, on aime ça, j'aime ça, j'aime ça. On va conclure bientôt. Fait que si tu pouvais transmettre un message à toutes les femmes qui envisagent de débuter sur projet de construction, c'est quoi tu leur dirais en premier? Ben, vous êtes capable, vous pouvez le faire. Allez vraiment juste comme entourez-vous bien, allez chercher les bonnes personnes autour de vous, planifiez bien votre projet. Allez sur Puis, les filles de la construction. oui, si vous voulez venir avec nous sur les filles de la construction, on adore avoir des nouvelles membres à encourager et à soutenir dans leurs projets. Puis quand les filles rentrent dans notre communauté, ils restent à vie dans notre communauté, fait qu'ils sont soutenus à vie dans leur projet de Oh, construction. ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment chouette. Ça, je ne savais pas. Oui, vraiment, notre objectif, c'est pas de juste soutenir les gens pendant leur formation, mais pendant tout leur projet, puis qu'elles puissent rester pour soutenir les filles après. Fait qu'on a plein de filles qui ont fini leur projet, puis qui sont là pour soutenir les nouvelles filles qui rentrent. En tout cas, Ça, mais c'est c'était cool. pas, Les mentors, c'est vraiment cool. mais c'était pas mon mot de la fin. Mais mais vraiment, les filles, si je faut que je finisse avec quelque chose, c'est genre, vous êtes capable d'aller chercher les connaissances que vous avez besoin pour vous sentir en confiance, puis avoir ce que vous avez besoin pour pouvoir avoir une relation égalitaire avec vos entrepreneurs, puis bâtissez ces relations-là, qui donnent les projets. C'est bon. Ben, avant, une petite truc, comment on peut connecter avec toi sur les médias sociaux? Ouais, c'est possible de communiquer avec nous sur Instagram, @les filles de la construction. Parfait. Puis site Internet, je vais mettre tout ça dans les show notes, le site Internet, puis pour avoir plus d'informations sur tes formations, sur ton programme de coaching et tout le kit. On a vraiment beaucoup de produits gratuits, là, je le mentionne. Là, oui, on travaille la plupart du temps genre, à aider nos membres puis à développer des choses pour nos membres, mais c'est important pour nous de vulgariser la construction d'aider les femmes at large dans leurs projets. Là, fait qu'on a beaucoup de guides gratuits qui existent. Et puis voilà, beaucoup de ressources aussi là, sur notre blog. Parfait, c'est good. Donc, sur ce, je vous souhaite merci infiniment, Marie-France, vraiment beaucoup, beaucoup de cet entretien. Et je souhaite une magnifique journée, soirée. Je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter ce podcast-là. Et sur ce, je te souhaite de prendre soin de toi, de ton intérieur et de ta famille. Bye! Tu as trouvé ça comment, Kat? Merci tellement d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Réno, Déco et Design. J'espère qu'il t'a inspiré et apporté des clés concrètes pour avancer harmonieusement dans tes projets de rénovation et de déco. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, en stories, sur tes réseaux sociaux et à me laisser un avis 5 étoiles. Et surtout, t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller encore plus loin dans ton projet, rejoins-moi sur mon site web au www.ctstudiodesign.com, mon Instagram et mon Pinterest pour encore plus d'inspiration, de conseils et d'accompagnement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Réno Déco et Design. D'ici là, prends soin de toi, de ta famille et de ton intérieur.